Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Alors vous êtes la candidate de la gauche et des écologistes au poste de Premier ministre. Vous avez fait l'ENA, l'École nationale d'administration. Vous êtes une spécialiste des finances publiques et aussi de la corruption ou du blanchiment d'argent. Et vous êtes engagée pour la défense des services publics et pour le féminisme. Vous aspirez à changer l'état des choses actuelles. Racontez-nous le monde d'après, le monde qui serait tel que vos efforts auraient été couronné de succès. Bon, vous l'avez dit, je me suis engagée spécifiquement sur la question des services publics, entre autres. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et puis je pense que ce qui est particulièrement pertinent, c'est qu'il peut venir irriguer toute la société que l'on souhaiterait bâtir. Peut-être un petit point de vigilance à cet égard. Je pense qu'il ne faut surtout pas que la gauche, et en général que la population plonge dans une forme de nostalgie anachronique en se disant c'était mieux avant et tout ce à quoi on doit aspirer, c'est remettre en place ce qui existait avant, c'est-à-dire des services publics robustes, par exemple un système de santé ou un système d'éducation qui faisait la fierté de la France. Bien sûr, il faut restaurer ça, mais il faut aussi penser de manière dynamique. Donc moi, ce qui me semblerait particulièrement pertinent de faire pour un pays comme la France, c'est de remettre au centre de notre pacte social, mais aussi de notre fonctionnement collectif, les services publics. Ça veut dire des dépenses collectives qui viennent financer un service dont on considère qu'il vient répondre à un besoin social collectivement déterminé. Et d'une part parce que c'est ce qui est le plus juste, mais aussi parce que très souvent, c'est ce qui est le plus efficace. Et ça doit être déterminé de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer que le périmètre des services publics est construit une fois pour toujours, mais qu'il peut évoluer. Alors, on a vu dans les dernières décennies qu'on a surtout envisagé des réductions progressives des services publics et de leur périmètre, parfois de manière insidieuse, pas explicitée, pas concertée, pas démocratiquement décidée. Je pense par exemple à la question de l'éducation supérieure, de l'éducation de l'enseignement supérieur. On voit qu'il y a par exemple beaucoup de formations qui échappent désormais au public et qu'il y a un accroissement de l'offre privée. Et donc, non seulement il faut se poser la question à chaque fois qu'on considère la possibilité de réduire le périmètre des services publics, mais il faudrait aussi envisager de publiciser certains services, certaines réponses aux besoins, parce que c'est le plus efficace. Et on voit que en fait, cette réflexion n'a jamais lieu. Or, le monde évolue, la transition écologique pose des défis immenses à la société, pas seulement la société française. On aurait beaucoup de choses à dire sur la publicisation de la réponse à la transition écologique. Je pense à bien d'autres choses. Je pense par exemple à la question numérique. On voit aujourd'hui que les besoins, par exemple, d'une réponse numérisée sur les sujets de santé publique comme le vaccin, comme Doctolib par exemple, on a eu recours à des prestataires privés avec des données qui sont stockées par exemple aux États-Unis, alors que la puissance publique aurait eu toute sa pertinence pour proposer une solution publique qui protège davantage les données des citoyens. Ce sont deux exemples très ponctuels, mais ça dessine à mon sens la société de demain, qui est une société où on se pose toujours la question des périmètres respectifs du privé et du public, et on se demande ce que collectivement on préfère, on privilégie. Mais est-ce que vous pouvez, on va revenir, c'est pas des points techniques, mais comment vous le décrivez, comment vous l'imaginez dans le quotidien? Est-ce que les relations entre les gens sont différentes? Est-ce que le rapport à l'écologie, en quoi il a changé? Comment on vit un petit peu dans ce monde d'après? Je pense que, vraiment, encore une fois, la question pour moi des services publics est une sorte de boussole qui permet de dessiner la société dans laquelle on souhaite vivre demain. Et ça détermine les relations entre les gens. Et je pense aussi, on va en reparler, le chemin qui nous permettrait d'arriver à ça permettrait de réduire l'importance d'éléments qui créent de l'agressivité et de la dissension dans la société française. Je pense par exemple à une extrême emphase qui est mise sur des sujets comme la question de la laïcité, la question du port du voile, la question, ce type de questions-là. Par exemple, l'importance qu'on a donnée au sujet de l'abaya dans les écoles, à mon sens, vient détourner les discussions politiques et le débat public de questions fondamentales qui sont « est-ce que demain on vivra mieux dans notre société ?» Et ça vient aussi détourner le débat public de la question des intérêts économiques et sociaux des populations. Et donc, je pense que dans le monde de demain, on devrait davantage prendre en compte la question du bien-être de la majorité de nos concitoyens. Or, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la politique économique, mais c'est parce que c'est la politique qui me semble irriguer bien d'autres politiques, la question de la politique économique est très peu centrée sur la question des intérêts qui sont servis par cette politique économique. Et donc, si on repense ces intérêts-là à l'aune de ce que nos concitoyens, de ce à quoi ils ont intérêt ou non,
Alors je pense qu'on peut construire une société plus juste, mais encore faut-il que... Parce que, pardon, je fais une petite digression, mais on se rend compte que quand on interroge les gens, très souvent, ils sont extrêmement attachés, majoritairement, à l'idée d'une redistribution importante, d'une politique économique très redistributive. Ils sont très inquiets de la montée des inégalités, ils sont très inquiets de ça, mais ça se transcrit très peu dans le vote. Et je pense qu'il y a une responsabilité de cette omniprésence des débats, notamment sur la question de la laïcité, du voile, etc. Alors sans dire qu'il faut se détourner des questions, loin de moi bien sûr l'idée de dire qu'il ne faut pas que la gauche s'intéresse par exemple à la lutte antiraciste. Je pense que ça c'est extrêmement important. Il faut lutter contre toutes les formes de discrimination, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi repenser la société en termes d'intérêts, notamment d'intérêts économiques et sociaux, pour pouvoir rebâtir une société plus juste dans laquelle chacun se retrouve. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Récemment, par exemple, je pense un petit peu à vos enfants, aux enfants de celles et ceux qui nous écoutent, à mes petits-enfants. Comment ça sera le monde pour eux dans 20 ans, 30 ans ? Je pense qu'il y a eu un rapport en mars de Météo France qui a décrit ce que serait une France avec un réchauffement de 4 degrés Celsius par rapport à la moyenne de la température de l'époque pré-industrielle. Et il y aurait des points si rien ne change, il y aurait des points de chaleur de 50 degrés, il y aurait des canicules, l'agriculture serait vraiment très affectée. Enfin, toute l'activité économique et la vie quotidienne seraient bouleversées. Donc, ça serait quoi ce monde où on aurait empêcher que ça arrive? Après, on va revoir les obstacles, mais comment il serait ce monde pour nos enfants ou petits-enfants? Ce monde où on aurait empêché que ça arrive, c'est un monde où l'État, ou la puissance publique en général, donc l'État et les collectivités territoriales et la puissance publique, y compris au-delà de l'échelon national, puisqu'on sait que beaucoup de choses, par exemple, en ce qui concerne la France, se décident à l'échelle européenne. C'est un monde où on n'aurait, d'une part, pas laissé la dérive fascisante à laquelle on est en train d'assister se propager, mais c'est aussi un monde dans lequel l'État et la puissance publique auraient retrouvé toutes ses capacités à réguler et à décider pour l'avenir commun avec une manière, évidemment, de mise en place de mécanismes démocratiques beaucoup plus robustes que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que les gens sont très peu associés à la décision. Quand bien même on essaie de développer des dispositifs innovants, en fait, on les laisse très souvent, on laisse leurs résultats, du moins très souvent sur le bord du chemin. Je pense évidemment à la Convention citoyenne sur le climat, mais il y a bien d'autres exemples. Et donc c'est un monde où on a republicisé d'une certaine manière la décision politique et où on a remis l'État au service du bien commun. Je pense que c'est extrêmement important de considérer, de souligner le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas... Enfin, je pense qu'il ne faut pas décrire le néolibéralisme comme un retrait de l'État, parce que je considère que ce n'est pas ce qui se passe en réalité. C'est qu'on a un État qui continue à être grand, à être important, à avoir une place importante, y compris dans l'économie, mais qu'on a un État qui joue de plus en plus un rôle de soutien, de béquille à un capitalisme qui a échoué en réalité à organiser la répartition des richesses, la coordination des intérêts. Puis on a des marchés qui ne sont pas parvenus, qui ne sont pas efficaces pour organiser la transition écologique. Et donc une société dans laquelle on vivrait bien et on éviterait d'avoir les plus 4 degrés que vous venez de mentionner, c'est une société dans laquelle on a développé, l'État a joué un rôle de planification, donc un rôle d'État stratège très évolué et très avancé, protéger du service des intérêts privés, donc c'est-à-dire protéger par exemple de l'influence des lobbies qui est extrêmement importante dès lors qu'on vient toucher à des intérêts industriels fortement ancrés. Donc un État protégé des intérêts privés et au service de l'intérêt général, très compétent, qui a des moyens à la fois humains et financiers. On parle assez peu, je trouve, des moyens humains dévolus à l'État. Et je pense que c'est très important, parce que le manque de moyens humains, ça a justifié beaucoup de recours au privé. Par exemple, on a connu le cas des scandales McKinsey, mais en fait, c'est beaucoup plus important que ça. On demande au privé de fournir de la prestation intellectuelle à l'État, alors que l'État devrait être outillé pour fournir cette prestation intellectuelle, puisqu'elle ne la fournit pas du tout avec les mêmes intérêts à cœur, et c'est normal. Et donc, on devrait réoutiller l'État pour penser le monde de demain, pour planifier, pour prévoir, par exemple, une transition industrielle qui se fait sur le très long terme. Ça implique d'être en mesure de penser sur le très long terme. Ça veut dire quel type de filière on veut industrielle, économique, on veut soutenir, quel type de filière on souhaite plus soutenir. Ça implique d'avoir, par exemple, des aides. Je le disais, l'État, aujourd'hui, a considérablement développé ses aides aux entreprises. On estime que c'est à peu près, aujourd'hui, 200 milliards d'euros d'aides par an, toutes aides confondues, donc soit subventions directes, soit moindres recettes fiscales.
qu'on a en partie des niches fiscales, et il faut que l'État le fasse de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus stratégique, et donc ça implique de développer considérablement ses capacités planificatrices. C'est un monde qui sera plus capitaliste, en fait? On sera sorti du capitalisme? C'est un monde qui nécessite, en tout cas, des aménagements majeurs du capitalisme. Aujourd'hui, on voit que on a d'une certaine façon exacerbé les aspects les plus négatifs du capitalisme, à la fois le fait de laisser les marchés décider pour beaucoup de choses sur la manière dont on alloue les besoins, on alloue les moyens également, et aussi un État qui dépense énormément d'argent pour soutenir ce capitalisme. C'est normal que lorsqu'il y a des à-coups, des crises, par exemple la crise Covid, l'État intervienne pour, par exemple, préserver des emplois, préserver des filières industrielles qui seraient prometteuses pour l'avenir, et donc préserver les emplois qu'elles représentent. Mais en fait, là, on voit que pour beaucoup, et c'est pas moi qui le dis, c'est même des organismes publics qui ont fait des études sur la manière dont l'argent a été utilisé pendant le Covid, on voit que parfois, on a arrosé le sable, c'est-à-dire qu'on a créé des effets d'aubaine, les entreprises ont reçu beaucoup d'argent alors qu'elles n'en avaient pas nécessairement besoin, ou que ça n'aurait pas changé leur stratégie. Mais au-delà du Covid, on voit par exemple que le crédit impôt recherche qui est donné aux entreprises pour innover ne sert pas nécessairement à innover, ou alors ça ne sert pas à une innovation que l'on souhaiterait encourager. Et donc, oui, ça veut dire qu'il faut totalement réaménager notre rapport avec le public et avec le privé. Et ça nécessite une approche tout à fait différente de comment fonctionne le capitalisme. Mais pour ça... On serait encore dedans, enfin c'est une question de mots, mais on serait dedans ou on peut parler d'un monde post-capitaliste? Oui, je pense qu'il faut penser... Mais je pense qu'avant de parler du monde post-capitaliste, il faut aussi observer les mutations du capitalisme et être très clair sur le fait que, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que je disais il y a quelques instants, aujourd'hui, on est dans une situation d'un État qui est béquille au capitalisme. On a une forme de capitalisme subventionné. Et ça, il faut le dire, on n'est pas dans une situation en France et en Europe où l'État se désinvestit totalement du système économique. Et donc, il faut mettre des mots sur le système qui existe aujourd'hui pour pouvoir envisager de le changer. Et je pense que remettre au cœur de la question démocratique la répartition entre le secteur privé et le secteur public est une manière de dépasser les impasses que le capitalisme propose aujourd'hui. Mais je pense que très peu de gens peuvent dire aujourd'hui que le capitalisme fonctionne bien et que la stratégie capitaliste d'aujourd'hui a fourni des réponses aux grandes crises qu'on est en train de traverser. Je pense que c'est impossible. Et donc la question, c'est quel monde on pense pour la suite. Et je pense à cet égard que la question public-privé est une notion fondamentale. Récemment, Jeanne Guin était à cette émission et je lui posais aussi la même question, le monde d'après. D'ailleurs, le monde d'après, vous avez cité le Covid, c'était au moment du Covid qu'on a eu cette idée, ok, là il y a un confinement, un arrêt absolu, et si on imaginait que les choses changeraient, il y a eu une floraison d'idées, et puis 3 ans ou 4 ans après, on est revenu à un état vraiment très très capitaliste, là, pire encore, j'allais dire. Et Jeanne Guin, donc une chercheuse spécialiste de la consommation, elle imagine plutôt un monde avec beaucoup moins d'État, avec beaucoup plus d'autonomie, d'auto-organisation, des gens un peu localement ou sur le terrain qui feraient eux-mêmes les choses. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais pas une contradiction, mais comment on articule cette idée de donner plus de force et de poids à l'auto-organisation, aux gens autonomie, et puis en même temps la nécessité d'un État pour redéfinir le partage entre ce qui relève du marché et ce qui relève du bien commun? Je pense que la clé, c'est s'appuyer sur des dispositifs de concertation démocratique qui permettent de faire remonter authentiquement les aspirations des gens sur le terrain et aussi de valoriser ce qui est fait, parce qu'on voit quand on se déplace sur le terrain qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises et presque elles fleurissent encore plus dans les moments de crise. Je pense que le moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui est un moment de crise, notamment pour le milieu associatif. Les financements dévolus au milieu associatif sont considérablement réduits, soit par choix politique, soit parce que les collectivités qui financent beaucoup les associations sont elles-mêmes totalement exsangues. Donc il y a des collectivités qui décident de réduire considérablement leurs subventions, par exemple à la culture, au sport, etc. Et puis d'autres dont c'est pas l'orientation politique, mais qui, face à une impasse budgétaire immense, sont contraintes de revoir leurs attributions budgétaires. Et donc on a par exemple là, dans ces situations-là, des associations et des individus, des citoyens très engagés qui s'organisent pour apporter quand même des réponses et pour venir soutenir les bénéficiaires qu'ils soutenaient auparavant. Et donc tout ça, on a en France un tissu associatif et un tissu de collectifs, de citoyens engagés qui est extrêmement riche. Et donc je pense que ça, on peut pas... c'est négatif, c'est contre-productif de l'oublier et de pas s'appuyer dessus.
Je pense que la question, c'est l'articulation entre ce qui se passe de foisonnant sur le terrain, ce qui est très bien fait parfois par des citoyens, et puis ce qu'impulse l'autorité centrale et ce qu'elle permet aussi en termes de moyens. Parce que la difficulté avec un système qui ne reposerait que sur des initiatives locales, aussi performantes soient-elles, c'est que ça crée des immenses inégalités entre les territoires où ces initiatives existent et des territoires où elles n'existent pas pour des raisons très diverses, qui peuvent être des questions notamment de moyens qui sont très disparates, vous le savez, entre les différents territoires en France. Et donc pour moi, il est absolument nécessaire de toujours investir l'échelon central, l'échelon étatique et l'échelon des collectivités territoriales pour qu'elles proposent notamment un socle de services publics qui est robuste et qui permet à tout le monde de voir certains des besoins sociaux dont on aurait défini le panier ou le périmètre de manière démocratique et concertée. Ces besoins-là doivent être absolument couverts et ça ne doit pas être laissé à la dépendance, ça ne doit pas être dépendant de la capacité locale des citoyens à s'organiser parce que, encore une fois, c'est porteur d'inégalités qui ne sont pas acceptables. Mais ce qui est certain, je partage tout à fait votre avis sur le fait que pendant la crise Covid, nous sommes tous et toutes dit il y aura un avant et un après, et en réalité, on voit que c'est pas tout à fait le cas. C'est même pas du tout le cas. La politique économique telle qu'elle est menée aujourd'hui, c'est une forme de réplique de la politique économique qui a été menée avant, sauf qu'on a perdu des dizaines de milliards d'euros sur le chemin parce qu'on a mis en place le quoi qu'il en coûte, en partie pour des bonnes raisons, en partie de manière inefficace, comme je le disais tout à l'heure. Mais ça a impliqué de repenser notre rapport à, par exemple, la diffusion possible de pandémies internationales. Et je pense qu'on ne l'a pas fait. Pire, on a encore continué à laisser notre système de santé se dégrader. Et on sait par exemple que des gens qui attrapent une maladie comme le Covid, qui étaient déjà dans une situation de santé précaire, sont beaucoup plus susceptibles d'en mourir ou d'avoir des séquelles extrêmement importantes. Et pour autant, on n'a pas du tout réinvesti dans la prévention, qui est le parent pauvre de la santé publique, et on n'a pas réfléchi à l'organisation de notre système de santé. Donc ça donne l'impression qu'on n'a pas tiré les conclusions de cette crise. Et l'une des conclusions de cette crise, c'était à mon sens de dire qu'il faut redonner les moyens à l'État et à la puissance publique en général, de penser l'avenir sur le temps long. Or, on voit qu'on est dans une espèce de crise de court terme, il faut faire des économies de bout de chandelle, on va aller chercher l'argent dans les tiroirs. Ça n'a pas de sens, ça prépare pas l'État à l'avenir, et je trouve que c'est pas du tout à la hauteur de la responsabilité qu'on a sur ses épaules quand on est un décideur public. Quand on est un décideur public, on doit préparer l'avenir des petits-enfants de nos citoyens, même des petits-enfants qui n'existent pas encore. Et ça me semble fondamental, et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de désintérêt. Et on voit que c'est pas encore malheureusement la perspective. Vraiment, moi je trouve qu'il y a une articulation temps court, temps long qui est totalement lacunaire et qui m'effraie, parce que préparer les futures crises Covid, préparer la crise climatique, ça implique de se projeter considérablement et de ne pas penser à sa réélection, pour dire les choses très, très clairement. Reporter, le quotidien de l'écologie. Lucie Castet, alors vous nous avez décrit quelques traits de ce monde d'après, où on prendrait beaucoup plus en compte le bien commun, et notamment en passant par le service public dont on va reparler. Mais quels sont les obstacles dans la situation politique, j'allais dire la situation historique actuelle, qui s'oppose à ce que beaucoup de choses que vous avez dites qui sont du bon sens, ne s'appliquent pas? Alors moi, je me méfie toujours de la question du terme bon sens. Bon, on retire le bon sens. Non, mais on peut en discuter. Moi, je suis très ouverte au débat, mais moi, j'aime pas du tout cette expression, parce que pour moi, le bon sens, c'est ce qui tue le débat politique. La notion de bon sens et moi, c'est factice de dire qu'on promeut le bon sens. Et je dis pas ça juste pour vous contredire, même si j'aime bien taquiner mes interlocuteurs, mais c'est simplement que je trouve que c'est l'un des obstacles à l'avènement de cette société que j'appelle de mes voeux, d'une société où le commun prend beaucoup plus de place. C'est ce que je trouve qu'Emmanuel Macron a su faire à la perfection, c'est de donner l'impression que l'histoire était terminée. J'essaie de l'expliquer dans mon livre qui va sortir le 2 mai prochain, qui s'appelle « Où sont passés nos milliards ?» C'est que Emmanuel Macron, d'une certaine manière, c'est Margaret Thatcher 2.0. Il ne formule même plus l'idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative. Vous vous souvenez de cette citation très, très connue de Margaret Thatcher qui est « There is no alternative ». Emmanuel Macron, il dit même pas il n'y a pas d'alternative. Il présente les choses, il dit moi mes réformes, ce que je propose. En tout cas, c'était très très présent dans le premier quinquennat, un peu moins maintenant, on pourra y revenir. Il présente les choses comme on est arrivé dans une ère de la post-idéologie, il n'y a pas d'idéologie. Moi, ce que je propose, c'est des choses qui marchent. Et
Et en fait, on voit que ça n'a aucun sens de dire ça. Les choses, elles marchent ou elles ne marchent pas à l'aune d'objectifs de politique publique qu'on se fixe et aussi à l'aune des intérêts que l'on souhaite servir ou non. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, un des obstacles au changement de société, au dépassement du capitalisme, à la proposition d'un nouveau modèle de société et d'une nouvelle politique économique, et là, je ne parle pas d'ajustement, je parle d'un changement de politique économique majeur, c'est la question des intérêts et de l'explicitation de quels intérêts on sert en fonction de la politique économique qu'on met en œuvre. Et donc, je pense qu'il est fondamental d'avoir cette discussion collectivement, c'est-à-dire de manière démocratique, et de ne pas dire on sait tous quelles sont les bonnes options, on sait tous ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si on va sur ce terrain, la politique économique qui a été menée depuis désormais plusieurs années ne fonctionne pas. La politique économique a reposé essentiellement sur 2 piliers, l'augmentation du taux d'emploi d'une part, la réduction des impôts d'autre part. Or, on voit que l'activité n'a pas augmenté de manière à compenser ces baisses de recettes pour l'État, et donc on a un déficit public qui est majeur. Et ça, c'est un obstacle très concret à mentionner. On n'a plus les moyens, parce qu'on s'est privé des moyens. Et ça fait aussi partie des éléments de la politique, du discours d'Emmanuel Macron, de dire on n'a plus les moyens, les caisses sont vides, comme un état de fait. On n'a plus les moyens parce qu'on s'est privé des moyens. Il y a une étude qui est sortie, un rapport qui est sorti de Attac, l'association Attac fin mars, qui fait l'inventaire de tout ce qu'ont entraîné la baisse des prélèvements, les subventions aux entreprises, la baisse des impôts sur les riches. Cela représente depuis 2018 plus de 200 milliards d'euros. La Cour des comptes, donc, qui est un organisme très sérieux qu'on ne peut pas soupçonner de vouloir discréditer la politique gouvernementale, mais qui est quand même indépendante, a sorti un rapport en disant que la baisse des prélèvements obligatoires depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est 62 milliards d'euros de recettes en moins dont on prive les finances publiques par an. C'est énorme, 62 milliards d'euros. On estime, pour donner un ordre de grandeur, que par exemple la transition écologique, c'est 30 milliards d'euros supplémentaires qu'il faudrait investir, mettre dans l'économie tous les ans. Et donc ça donne un peu un ordre de grandeur, un rapport d'idées. Donc oui, on s'est privé des moyens, mais donc il faut cesser, c'est un des obstacles, il faut cesser psychologiquement de se dire qu'on n'a plus les moyens comme un état de fait exogène sur laquelle on n'avait aucune prise. En réalité, c'est une question de politique économique, c'est une question de choix politique, et à mon sens, il faut réinvestir l'univers politique. Il faut refaire de la politique économique. C'est pas la fin de l'histoire, c'est pas on constate qu'on n'a plus les moyens, et donc voilà, il faut se redonner les moyens d'agir, et ça, c'est tout à fait possible de le faire. En fait, ils en font de la politique économique, en fait, ils font de la politique tout court, et ils ont une vision très forte de l'avenir, parce que il y a monsieur Macron, mais il y a Bayrou, il y a tout le gouvernement composé de la droite et de l'extrême droite, enfin avec l'appui de l'extrême droite et une politique qui est quasiment d'extrême droite. Il y a aux États-Unis l'impulsion extrêmement violente et brutale, forte, donnée par monsieur Trump, monsieur Musk et compagnie. Donc là, on est dans une sorte de vague. Est-ce qu'en fait, ils n'ont pas pris l'option de passer par la brutalisation de la société, en contrôlant les médias, en soutenant délibérément l'extrême droite, parce que là vous parlez comme s'ils étaient rationnels et qu'ils essayaient de faire le bien commun, mais non, ils ont des choix politiques extrêmement forts qui sont en faveur des riches et d'une certaine vision du monde. Je pense qu'il y a eu un changement progressif entre le premier quinquennat et le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce que j'essayais de dire, moi je partage tout à fait votre avis selon lequel les choix qui sont faits sont totalement idéologiques, et donc justement je m'inscris en faux contre cette idée qu'on serait arrivé à la fin de l'histoire et que juste on constate que les caisses sont vides, et donc ça veut dire qu'il faut réduire le train de vie de l'État, il faut réduire les services publics, etc. Je dis juste qu'il y a des choix politiques qui ont été opérés, c'est totalement idéologique et parfois même dogmatique. On l'a vu avec l'équipe de Gabriel Attal qui s'est opposée au budget de Michel Barnier à l'hiver dernier en disant over my dead body pour augmenter les impôts. Mais, over my dead body, ça veut dire on marchera sur mon cadavre pour augmenter les impôts. On a quand même un Premier ministre de droite, assumé à droite, qui se fait contourné par sa droite par un mouvement politique qui était censé être ni de gauche ni de droite. Donc là, on a vu qu'il y avait une explicitation des choix politiques et dogmatiques qui étaient réalisés par le camp présidentiel, mais c'était avant, ils essayaient de dire ni de gauche ni de droite, nous on prend juste les bonnes options. J'essayais justement de décrypter ça et de dire que ça n'existe pas, ça n'est pas la réalité, ce sont des choix politiques. Ensuite, ce que vous décrivez sur la brutalisation et le rapprochement avec les idées d'extrême droite, ça me semble extrêmement important de le souligner aussi. Je pense
pense que cette espèce de discours techniciste, le discours de on promeut le bon sens et les bonnes options, c'est progressivement estompé et depuis 2017, et je pense que le camp macroniste désormais assume une politique ouvertement de droite, notamment sur la question du RSA dans la dernière élection, en disant il faut absolument faire travailler les personnes qui sont au RSA. Ça, c'est ouvertement de droite comme politique. On a des discours, notamment sur les questions d'immigration, qui se sont considérablement droitisé. Rappelons-nous le premier discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Emmanuel Macron parlait de l'immigration en des termes beaucoup plus valorisants qu'aujourd'hui. Il parlait d'une approche humaniste, il parlait d'une chance pour l'Europe avec les mouvements migratoires, d'une richesse, etc. Il avait un discours avec un champ lexical beaucoup plus mélioratif. Et aujourd'hui, il a eu un second discours de la Sorbonne où il ne mentionne l'immigration que pour parler de menaces, de criminalité, etc. Le changement dans le discours est, à mon sens, extrêmement illustratif du changement idéologique qu'il a imprégné progressivement dans ses gouvernements successifs. Mais est-ce que c'est pas puisqu'on parle de lui, est-ce que ce n'est pas simplement un homme cynique et dont le seul but est de rester au pouvoir et d'avoir le plus de pouvoir possible ? Peut-être, je me risque pas à rentrer dans l'analyse psychologique et psychique du président de la République. Ce serait un exercice hasardeux, mais manifestement, il a une plasticité idéologique qu'on peut observer. Et en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est un changement, c'est une radicalisation des idées et un détournement de l'idée qu'il ferait du en même temps, qui n'existait déjà pas. Mais au moins, il a assumé le fait qu'il n'est plus dans le en même temps. Et il s'est tourné vers des idées qui sont beaucoup plus de droite, voire d'extrême droite, aussi en promouvant des personnalités politiques, des ministres qui propagent des thèses très proches de l'extrême droite. Mais en 2017, vous aviez voté pour lui au deuxième tour, par exemple ? Non, c'est pour savoir, parce que vous parlez beaucoup de Macron. Au deuxième tour, oui. Au deuxième tour, j'avais voté pour lui. Non, au premier tour, bien sûr que non, mais au deuxième tour, oui, j'avais voté pour lui. Contrainte et forcée. Oui, vous croyiez que c'était l'option face au... Oui, en fait, j'ai jamais... mais d'ailleurs, c'est important. Enfin, je trouve que ça montre une forme de mépris de la démocratie de sa part, dès 2017, mais avec une acuité encore plus forte, décuplée de manière extraordinaire, à l'été dernier. C'est de dire... Je piétine le résultat des élections. En 2017, puis en 2022, beaucoup de gens se sont tournés vers lui au second tour parce qu'ils refusaient que le Rassemblement national arrive au pouvoir et surtout que les idées du Rassemblement national arrivent au pouvoir. Et en réalité, on se retrouve aujourd'hui, de fait, je pense que c'est indéniable, avec les idées du Rassemblement national au pouvoir. Et ça, je pense que ça crée des dégâts immenses. Je pense que le fait que le président de la République, et ça n'a rien à voir avec moi, le fait que le président de la République ait refusé au nouveau Front populaire ce qu'il s'apprêtait à donner au Rassemblement national au lendemain des élections législatives qu'il avait lui-même provoquées, sans que personne comprenne vraiment pourquoi, au lendemain, il s'apprêtait à donner au Rassemblement national ce qu'il a refusé à la gauche, c'est-à-dire former un gouvernement sans avoir une majorité absolue. Gérald Darmanin l'avait dit sur un plateau télé, il avait dit oui, si le RN arrive en tête, le président du parti, donc Jordan Bardella, sera Premier ministre. Pourquoi a-t-il refusé cela à la gauche ? Je pense que quand bien même la gauche ne serait pas parvenue à rester longtemps au gouvernement, ça j'ai pas la certitude que... Moi j'aurais tout fait pour essayer de rester en construisant des coalitions texte par texte comme je l'avais dit, mais si ça n'était pas possible, ça aurait été le jeu démocratique. Mais il a fait une impasse là-dessus qui, à mon sens, dénote d'un mépris pour le résultat des urnes et c'est extrêmement dommageable pour la démocratie française. Est-ce que c'est le principal obstacle à l'heure actuelle pour aller quand même vers mettre en place ce monde d'après ? Je continue à être presque idéaliste, mais je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que c'est le principal obstacle ? Ça serait quoi les autres obstacles que la position stratégique de M. Macron dans le dispositif institutionnel français ? Non, c'est pas le principal. Enfin, je ne sais pas si on peut parler du principal obstacle en désignant cela. Je pense que ce qu'il faut considérer, je pense qu'il y a des obstacles idéologiques extrêmement forts qui sont portés par une minorité au pouvoir et que l'un des obstacles à faire sauter, c'est, je le disais tout à l'heure, la question de la révélation des intérêts des
des uns et des autres, et que dès lors qu'on arrivera à avoir un débat politique plus serein, un débat public plus serein, qui se concentre notamment sur la question des intérêts économiques et sociaux, on arrivera à comprendre que la majorité aujourd'hui est lésée par la politique qui est mise en place, et que c'est un obstacle à lever pour qu'on puisse enfin réunir les aspirations de la majorité et leur expression dans le vote. Je dis souvent sur un ton un peu provocateur, mais j'y crois quand même un petit peu, la France est un pays d'électeurs de gauche qui s'ignorent. Je pense qu'en réalité, beaucoup de gens partagent les propositions portées par la gauche. Vous savez, il y a quelques mois, il y a eu un sondage qui a été fait dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe Insoumis, qui posait des questions très précises aux gens. Par exemple, est-ce que vous êtes pour ou contre une revalorisation salariale des métiers dits féminisés, donc en particulier les métiers de service à la personne? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'on va régulariser des médecins étrangers qui ne viennent pas de l'Union européenne pour venir travailler dans nos services publics hospitaliers, etc. Les réponses sont massivement en soutien de ce type de mesures, à peu près de l'ordre de 80%. Or, on sait qu'il n'y a pas 80% des gens qui votent à gauche, ou un sans faux. Pourtant, ce sont des mesures plutôt portées par la gauche. Et donc, je pense que si on arrivait à faire correspondre ce que les gens souhaitent pour leur pays et ce pourquoi ils votent, alors on arriverait à faire sauter ces obstacles. Mais pour ça, il faut avoir conscience que tout le monde que la grande majorité, pas tout le monde, c'est très important, la grande majorité de la population a intérêt, par exemple, à ce qu'on augmente les impôts qui pèsent sur les plus riches, qu'on a intérêt à avoir un impôt qui pèse sur le travail et sur le capital qui sont beaucoup plus alignés, qui sont beaucoup moins inégalitaires. On sait aujourd'hui que le capital est beaucoup moins taxé que le travail. On sait par ailleurs aujourd'hui que les entreprises, les très grosses entreprises payent en proportion de ce qu'elles génèrent comme profit beaucoup moins que les petites entreprises. Je raconte souvent cette anecdote. J'ai rencontré dans un de mes déplacements de l'été un boulanger qui me disait moi, mon principal problème, c'est que j'arrive pas à payer ma facture à la fin du mois. Enfin, mes factures. Et je lui dis nous, on veut mettre le SMIC. C'était un salarié, il était salarié d'un patron boulanger. Et je lui dis, nous, on voudrait mettre le SMIC à 1 600 €. Et là, il rit. Et donc, j'étais un peu déconcertée. Je lui dis, pourquoi riez-vous? Et il me dit, parce que moi, je veux pas mettre mon patron dans la merde. Il me dit ça comme ça. Et en fait, je pense qu'il faut entendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est, il a peur, mais c'est aussi le discours qu'on lui sert à longueur de journée, mais avec une partie de vérité. Il a peur que son patron soit pas en mesure économiquement de le payer 1 600 € et que ça fasse couler la boulangerie. Ça, il faut l'entendre. Et je pense que si on n'arrive pas à déployer un discours qui articule la question de la politique économique, notamment de la politique fiscale, et en particulier des inégalités d'impôts qui pèsent sur les plus petites ou les moyennes entreprises par rapport à ce que payent les très grandes entreprises, alors on n'est pas crédible, on n'est pas audible, et on continuera à nous faire un procès en crédibilité de politique économique pour des décennies. Et donc je pense qu'il y a ici une bataille culturelle à mener, et qu'elle est beaucoup sur nos épaules, je veux dire la gauche, qu'il faut qu'on démontre que la politique économique qu'on propose est crédible et elle fonctionne. Oui, parce que là, en l'occurrence, je pense que le patron boulanger, c'est plutôt la question des cotisations sociales qui pèserait que les impôts qu'il supporte. Bon, il y a toutes ces questions-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des réponses à apporter sur ce sujet, et on peut commencer par reconnaître le fait que les entreprises de petite taille payent en proportion beaucoup plus d'impôts et cotisations que les très grosses entreprises. Et que donc il y a là une inégalité qui est d'une part inacceptable sur le plan de la justice fiscale, mais qui est aussi inefficace et qui conduit les gens à considérer que le programme de gauche sur le plan économique n'est pas crédible. La gauche doit savoir parler aux petits patrons en expliquant aux petits patrons ou employeurs, en fait, que leur intérêt n'est pas le même que ceux des grandes sociétés du CAC 40. Oui. Mais aussi, la gauche doit savoir parler... et la gauche doit aussi expliciter le fait que, par exemple, le Rassemblement national a un discours sur le plan économique qui est totalement irrationnel et qui ne fonctionne pas. On a un Rassemblement national qui dit il faut retrouver la grandeur de l'État, il faut des services publics, il faut aider les petits patrons. Mais en fait, on a un Rassemblement national qui propose d'encore diminuer les recettes fiscales de l'État, donc nos capacités à financer nos services publics. On a un Rassemblement national qui ne parle en aucun cas des fermetures d'usines pour des raisons boursières, pour des raisons indépendantes de la rentabilité de l'entreprise, ou de la rentabilité qu'on pourrait considérer comme raisonnable de l'entreprise, donc qui ne répond en rien à la question des licenciements massifs liés à des fermetures d'usines. Donc c'est aussi la responsabilité de la gauche d'aller pointer ces irrationalités, ces incohérences dans le discours du Rassemblement national, et aussi dans la politique économique qui est menée par le gouvernement. On a un gouvernement qui est aujourd'hui très à droite, assumé, qui mène une politique économique qui ne fonctionne pas. Il faut qu'on arrive à s'outiller pour expliciter, on le fait déjà, mais il faut le faire davantage, expliciter les grandes lacunes de cette politique économique qui est en fait
qui est plutôt une absence de stratégie, qui s'est beaucoup fondée sur l'idée que la seule boussole, c'était réduire les impôts et que ça allait stimuler l'activité. On voit aujourd'hui qu'on est dans une impasse totale du fait de cette politique. Rassemblement national, est-ce qu'on peut dire qu'une partie de son développement, de son expansion incontestable, est liée au fait à la déshérence de ces services publics, particulièrement dans les régions ou dans le périurbain qui sont loin des centres des métropoles? C'est une question compliquée. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur cette question. Je pense qu'il y a vraiment deux causes principales. La première cause, c'est la montée du discours raciste. On ne peut pas nier le fait que le Rassemblement national se nourrit de ces idées-là, qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas dans des situations économiques et sociales très complexes, qui votent, qui se tournent vers le Rassemblement national par adhésion à un discours raciste. Ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas qu'une question de conditions économiques et sociales. Mais il est aussi montré que c'est que ces deux questions peuvent se rejoindre par moments. Notamment j'ai en tête l'ouvrage de Félicien Faury qui s'appelle « Des électeurs ordinaires », qui, lui, son terrain de recherche, c'est le sud-est de la France, qui montre que parfois, la réduction des mécanismes de protection sociale, la réduction des services publics dans des territoires un peu isolés peut conduire à une forme de concurrence des précarités et à rendre plus ouverts certaines personnes à des idées racialistes. Et donc, considérer qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, notamment les services publics ne sont pas accessibles à tous et on n'a plus d'argent pour financer nos services publics, et donc que c'est bien normal que les populations considérées comme françaises de souche aient accès de manière plus ouverte aux services publics. Donc je pense que les deux questions se nourrissent, qu'elles sont distinctes mais ont des interactions les unes avec l'autre, mais c'est avec les autres, mais c'est l'une avec l'autre, pardon. Mais c'est certain que la dégradation de l'état des services publics peut conduire à un sentiment d'isolement et d'abandon de la part de l'État qui vont venir favoriser ensuite la propagation du discours raciste et la concurrence entre les précarités qui conduit à dire moi j'ai déjà du mal à accéder aux services publics, c'est pas normal que les migrants aient accès aux services publics. Pourquoi la gauche et les écologistes n'arrivent-ils pas à faire entendre ce que vous dites? Il y a de l'argent qu'on peut prendre parce que ces gouvernements les ont donnés aux riches et aux très grandes entreprises. On veut remettre de la force dans un état du bien commun qui développe les services publics. Il faut rappeler l'éducation, la santé, les transports, la proximité d'un certain nombre de services administratifs. Pourquoi ça n'est pas entendu, en fait, par semble-t-il, une large partie de la population? Alors, c'est une question très compliquée. Je pense qu'il y a plein de facteurs. D'une part, je pense que la gauche elle-même, pendant longtemps, a renoncé à déployer un discours différent et elle s'est beaucoup approprié les discours, les mots même du néolibéralisme. Par exemple, on a entendu beaucoup de... C'est vraiment une illustration, mais c'est pour donner une idée de ce que je suis en train de dire. On a beaucoup entendu des responsables de gauche parler de charge sociale et pas de cotisation sociale, par exemple. Et donc, je pense que la gauche, pendant un moment, a renoncé à proposer un discours différent, a renoncé à se poser la question que vous me posiez en entrée d'entretien, qui est c'est quoi le monde d'après ? Elle s'est beaucoup cantonnée pendant longtemps à se dire le capitalisme, c'est la fin de l'histoire, mais quand même, il y a des limites au capitalisme. Et donc, il faut imaginer des mécanismes d'aménagement du capitalisme pour lutter contre ses effets les plus négatifs. Donc, elle contribuait pas à penser un autre modèle. Elle s'accoutumait des limites du capitalisme et proposait des aménagements résiduels. Et donc, je pense que d'une certaine manière, à ce moment-là, elle a perdu la bataille culturelle, elle a perdu la bataille du vocabulaire, elle a perdu la bataille de penser le projet alternatif. Et donc, ça explique que progressivement, dans la société, se sont diffusées des idées de droite sur la façon de conduire une politique économique. Ce que vous décrivez, c'est la trahison du Parti socialiste ? Je pense que le quinquennat de François Hollande a fait du mal à la gauche à cet égard. Je pense notamment au contraste entre mon ennemi, c'est la finance, puis le fait d'adhérer au TSCG, qui est le traité européen qui a conduit à... TSCG, le traité... Je ne sais plus. C'est le traité européen qui a conduit à encore contraindre davantage les finances publiques des pays membres.
Et donc, je pense que le fait qu'il y ait un contraste si fort entre la promesse de campagne et ensuite l'adhésion pleine et entière, sans contestation de fond, avec les mécanismes de contrainte des finances publiques européennes, a conduit à à une sorte d'incohérence qui a été cher payée ensuite pour la gauche, parce que ça a conduit à réduire la capacité à se projeter dans un imaginaire différent, je pense. Et puis ensuite, dans un contexte très compliqué, je pense, pour le gouvernement, mais le fait qu'on ait atteint à ce point aux libertés publiques dans la période post-attentat, je pense, ça nuit aussi à la capacité de la gauche à faire penser qu'elle était capable de proposer un autre modèle. Donc oui, je pense qu'en partie, c'est un moment où il y a eu un glissement dans le discours de la gauche et dans sa capacité à laisser entrevoir qu'elle était capable de proposer autre chose. Donc ça, c'est un premier élément. Je me souviens plus, j'ai perdu le fil. La question, c'était un obstacle, et pourquoi la gauche et les écologistes ont-ils tant de mal à faire entendre ce que vous disiez, à savoir la nécessité de recapter de la richesse qui est prise par les grandes entreprises et les riches pour les remettre au service du bien commun, et que cet État revitalise les services publics, l'éducation, la santé, les transports. Donc, la première partie de la réponse que j'ai apportée, c'était à mon sens le fait que la gauche a, d'une certaine manière, renoncé à mener la bataille culturelle, notamment en s'appropriant un vocabulaire qui n'était pas le sien au départ, et donc en renonçant à proposer un imaginaire enviable. Donc je pense que c'est avec ça qu'il faut renouer, notamment en proposant un peu comme cœur de notre pacte social les services publics. Et la deuxième réponse que j'apporterai, c'est que c'est beaucoup plus dur de convaincre nos concitoyens lorsque l'horizon qu'on propose, si on parvient à le dessiner, se projette à très long terme et pour l'instant inconnu. C'est beaucoup plus difficile de dire quand le projet qu'on porte nous, c'est un projet qui porte ses fruits pas immédiatement. On a une logique qui est beaucoup plus collective qu'individualiste. Et donc c'est beaucoup plus facile pour un gouvernement de droite de dire, par exemple, le discours Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, quand la personne, quelques semaines après le vote d'une mesure, voit sur sa feuille de paye une augmentation. C'est beaucoup plus facile de se dire, ah oui, moi j'aime bien ça, je soutiens ça et je voterai pour ça, que lui dire, si on augmente un petit peu les impôts, déjà les gens pensent que ça va être eux qui vont être touchés par des augmentations d'impôts, alors que ce qu'on proposé avec le nouveau Front populaire, c'était des augmentations d'impôts très ciblées, notamment un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif. Ça touchait qu'une minorité de gens. Il y avait une majorité de gens qui auraient en réalité payé moins d'impôts, mais ça fait partie de la perte de la bataille culturelle que je mentionnais en première partie de ma réponse. Mais donc, leur dire, oui, on va augmenter les impôts pour financer l'éducation, et en finançant l'éducation, on investit en réalité dans notre performance économique de demain, parce qu'on sait tous qu'une population qui est mieux éduquée, c'est une population plus productive qui produit plus de richesses. Ensuite, il faut se poser la question de la qualité de la richesse qu'on souhaite produire, notamment à l'aune des enjeux écologiques, mais ça on pourra y revenir. Mais c'est un discours beaucoup plus complexe. Alors que si je vous dis demain travailler plus pour gagner plus, c'est hyper facile à comprendre, et je pense que c'est ça aussi qui rend l'adhésion au discours de la gauche plus compliqué. Mais il faut, sans relâche, s'atteler à proposer ce discours-là. Pour l'instant, je trouve qu'on n'y est pas encore, il faut qu'on continue à y travailler. On peut dire qu'on n'y est pas encore. Vous n'êtes pas désespéré quand vous voyez l'état actuel de la gauche et des écologistes ? Mais je pense qu'on n'a pas le droit d'être désespéré. Je pense que le désespoir, ceux qui payent le plus le désespoir sont les personnes précaires, fragiles, les migrants, les gens qui sont au chômage ou au SMIC. Donc on n'a pas le droit d'être désespéré. Oui, c'est inquiétant. Oui, j'aimerais qu'on arrive à planir les querelles entre partis. Oui, je pense que l'enjeu là, c'est plutôt à l'union de la gauche qu'à savoir qui a raison, qui a tort. Mais non, je ne suis pas désespéré. Je pense qu'on ne peut pas être désespéré. On a du mal en ce moment, ce début d'année 2025. Ça part un peu dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens parce qu'il y a des échéances internes dans la vie des partis qui font que, il y a des différents courants qui se dessinent, différentes stratégies qui se dessinent. C'est propre à la vie des partis, je dirais. Moi, je m'en mêle pas parce que c'est pas la vie que j'ai choisie, mais je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir aux projets qu'on souhaite mettre en œuvre, qu'on continue à essayer de répondre aux questions que vous posiez tout à l'heure et à l'idée qu'il faut construire un
un programme qui permette d'entrevoir l'avenir qu'on souhaite proposer à nos concitoyens après 5 ou rêvons, et il faut y espérer 10 ans de pouvoir de la gauche pour dire à quoi ressemblerait cette société-là. Et c'est comme je te disais, c'est plus difficile que juste dire vous gagnez plus parce que vous travaillez plus. Enfin, et donc il faut continuer à œuvrer dans ce sens. Ce qui, moi, me permet de ne pas désespérer, c'est constater le fait que sur le terrain, le peuple de gauche, si on peut appeler ça comme ça, est très demandeur d'une union de la gauche, de dépasser les clivages. Et donc, je pense, continuera à pousser, notamment à pousser à l'endroit des partis politiques, pour qu'ils règlent leur querelle interne, pour pouvoir proposer un projet qui nous rassemble toutes et tous. Je ne suis pas naïve, j'ai conscience que c'est dur, mais la demande est là, et j'observe que la demande est croissante, et j'observe une sorte de... quelque chose qui, je crois, n'existait pas avant, ou en tout cas pas avec une telle ampleur. C'est des gens qui souhaitent s'investir dans la vie politique, et qui deviennent militants politiques, mais qui ne font pas de ce militantisme non partisan ou transpartisan une étape éphémère dans l'idée que de toute façon ils devront rejoindre un parti. Non, ils disent ils s'assument comme militants politiques, mais qui n'ont pas vocation à rejoindre un parti, et pour autant ils portent des idées très claires, ils sont très investis dans la vie politique, parfois la vie politique locale. On revient à la question de l'importance de l'implication locale et de terrain. Et ça, je pense que les partis n'ont pas d'autre choix que de l'entendre. Donc je pense qu'il va y avoir une sorte de poussée à la fois des militants non encartés et de la société civile pour dire on vous attend. Ça suffit, vos histoires, là. On est dans une situation qui est absolument dramatique. Là, c'est pas une question d'alternance droite-gauche. Je pense qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a détruit la question de l'alternance classique droite-gauche. Voilà. Et on n'est pas dans cette situation-là. Là, est-ce qu'on bascule vers un pays qui est mené par l'extrême droite avec des conséquences dramatiques que l'on connaît et qu'on a observées partout dans le monde, ou est-ce qu'on prend nos responsabilités et on propose un vrai projet alternatif? C'est possible de raccommoder François Hollande, qui fait quand même partie fortement du Parti socialiste et la France insoumise? Je pense qu'il y a un socle idéologique commun entre tous les partis de gauche. Je pense que, de toute façon, c'est pas mon choix, objectivement, on ne peut pas gouverner en ayant juste 28%. On l'a vu dans la douleur cet été. On n'avait pas de majorité absolue, et c'est ça qui nous a empêchés d'avoir un gouvernement de gauche. Et donc, si on veut pouvoir gagner des élections et gouverner en représentant plus de 50% de la population, enfin des votes en tout cas, il faut qu'on rassemble toutes les sensibilités de gauche. Ensuite, je ne suis pas certaine qu'il faille excessivement valoriser le match Mélenchon-Hollande. Je pense que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon sont des personnalités politiques qui ont eu une importance très grande dans la structuration de la vie politique française à gauche. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il y a une aspiration très forte, je le disais, à un dépassement des clivages partisans. Et donc, je pense qu'il faut laisser cette force grandir et donner envie aux gens de voter pour la gauche et de s'investir dans la vie politique en général. On va leur dire, prenez votre retraite. La retraite, à 62 ans. Reporter. Le quotidien d'écologie. Lucie Castet, vous êtes première ministre. Quelle est votre première mesure? Alors, la première mesure qu'on a portée pendant tout l'été avec le nouveau Fonds populaire, c'était de revenir à la retraite à 62 ans, d'où ma blague sur l'âge de la retraite. Je pense que c'était très important de porter ça dans un contexte où on a proposé... On a voulu que les gens comprennent, qu'on entendait notamment la frustration démocratique qui était liée aux conditions de passage de cette réforme, qui a été, on le sait tous, vous le savez aussi, qui a été prise dans des conditions inacceptables sur le plan démocratique. Il n'y a pas eu formellement un vote de l'Assemblée pour ce texte. Et donc, on voulait montrer qu'on était à l'écoute des Français, et puis aussi parce que, de fait, la réforme des retraites telle qu'elle avait été proposée comportait des lacunes immenses et de nombreuses injustices. Donc ça, c'était la première mesure qu'on proposait de prendre. Je pense que c'est toujours d'actualité. Enfin, on le voit là avec les discussions. Je pense qu'on peut pas demander à la population. Ça s'est posé avec une nouvelle acuité pendant la crise en Ukraine. On ne peut pas demander à la population de soutenir le soutien à l'Ukraine si par ailleurs on donne l'impression qu'on ne tient pas du tout compte de la situation sociale dans notre pays. Donc je pense que ça reste totalement d'actualité, cette question des retraites, même si je pense qu'il ne faut pas être simplement dans le retour sur ce qui s'est fait. Il faut aussi proposer des choses nouvelles. Et donc à cet égard, je pense qu'il faut
il faut revoir totalement la manière dont on finance nos services publics. Et donc, parmi les premières mesures, il y aura des mesures fiscales, de justice fiscale, de rétablissement de la justice fiscale, qui est aujourd'hui très lacunaire dans notre système fiscal. On en parlait tout à l'heure. Et donc ça, je pense que ce serait un des premiers chantiers que je mettrais en place. Et si M. Bernard Arnault vous dit, écoutez, moi je crée de nombreux emplois en France et la taxe de 2% sur le patrimoine, je refuse de la payer, donc je vais quitter ce pays. Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors, je dis à Bernard Arnault qu'il bénéficie de manière massive de la façon dont la France soutient ses services publics aujourd'hui. Il bénéficie des infrastructures françaises, de l'éducation qu'on donne à tous les gens qui l'emploient, et que donc il est tout à fait normal et sain dans un pays comme le nôtre qu'il contribue à la hauteur de sa richesse. Et encore, franchement, on pourrait imaginer une contribution bien plus significative. Et donc, je lui dis qu'il devra payer cet impôt, s'en acquitter. On a un système français de contrôle du paiement de l'impôt qui doit être renforcé. Notamment, les effectifs ont réduit significativement à la direction du ministère des Finances qui s'occupe de ça. Mais on a un système qui permet de sanctionner les fraudeurs. Et donc, si il se met en infraction avec la législation fiscale, il devra évidemment être poursuivi. Et s'il souhaite quitter la France, eh bien, il quittera la France. Mais il sera poursuivi s'il a des activités françaises qu'il ne soumet pas à l'impôt. Je pense que... S'il est en infraction, est-ce qu'on pourrait saisir son hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris ? Ça, je sais pas. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je peux pas me prononcer comme ça sur cette question qui est quand même une question complexe. Il faudra voir quel type d'infraction. Mais... C'est un peu une question blague, j'allais dire. Moi aussi, je peux être taquin, surtout pour Bernard Arnault. Bernard, on pense à toi. Pardon, est-ce que vous irez en vélo à Matignon ? Si le système de sécurité le permet, oui. Vous savez que je fais beaucoup de vélo. Je suis venue en vélo au studio ce matin. Voilà. Je pense que ça fait partie des grands bénéfices de la ville de Paris d'avoir développé autant le circuit de pistes cyclables. Donc je pense que si c'est possible, c'est bien d'y aller. Ouais. Ça serait un bon exemple par rapport à M. Bayrou qui non seulement prend l'avion pour aller à Pau, mais maintient des subventions très fortes à l'aéroport de Pau, qui est par ailleurs totalement déficitaire. Allez, blague à part, là. Enfin, je pense que ce que vous citez là comme exemple, au-delà de la petite anecdote, je pense que c'est hyper important de considérer qu'il faut qu'il y ait une exemplarité totale des dirigeants politiques vis-à-vis de ce qu'ils prônent pour leurs concitoyens. Enfin, l'idée de subventionner massivement un aéroport comme ça, alors qu'on est dans une situation que la question écologique est de plus en plus prégnante et on est dans une situation qui est dramatique sur le plan écologique, à mon sens, c'est un énorme problème à l'aune de la question écologique, mais aussi sur le plan démocratique. Comment voulez-vous que les gens acceptent des contraintes et acceptent des évolutions de la réglementation, de la régulation, si on observe ça par ailleurs ? Je pense que ça, c'est un énorme problème de notre vie politique auquel il faut répondre. Et puis, dans un tout autre ordre d'idées, de toute façon, tout à l'heure, on parlait d'enfants. Et dans le mouvement, enfin, dans la culture écolo, il y a depuis quelques années, beaucoup de jeunes gens, de jeunes femmes ou de jeunes hommes se disent avoir des enfants dans ce monde où il fera 4 degrés, où ça sera très dur. Et donc, certains ou certaines choisissent de ne pas avoir d'enfants et d'autres choisissent... Qu'est-ce que vous pourriez dire à celles aux jeunes gens, moins jeunes d'ailleurs, qui se posent cette question aujourd'hui ? Je ne peux pas me prononcer sur des choix qui sont éminemment personnels et qui regardent les gens. Et je pense que la question est légitime. Je comprends les gens qui se posent la question. À titre personnel, je comprends que les gens se posent cette question-là. Évidemment, j'ai moi-même un très jeune enfant et Jonathan un autre, évidemment, je me pose la question de la société et du monde dans lequel ils vont grandir. C'est une source de préoccupation immense. Mais je pense qu'au-delà de cette question-là, il faut se poser la question de quel pouvoir transformateur on a, nous, sur la société dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Enfin, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'être désespéré. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas se permettre d'être désespéré parce que ceux qui pâtiront de notre désespoir, c'est ceux qui sont aujourd'hui précaires, mais c'est aussi les enfants qui grandiront dans le monde qu'on va leur laisser. Et donc, mais on reboucle aussi avec la question de l'avion et de l'aéroport de Pau. Je pense qu'il faut se poser toutes ces questions avec un esprit de responsabilité qui est immense. Je pense que nos enfants, ils auront raison, nous diront, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et voilà, et c'est la question d'en avoir ou pas est légitime. On sait que
aussi avoir des enfants, c'est émetteur de CO2, mais on sait aussi que nos enfants seront les acteurs de la société de demain. Donc la question est loin d'être simple et univoque. Je pense que ça, c'est vraiment, ça relève du choix personnel. Mais en tout cas, si les gens décident d'avoir des enfants et si on souhaite qu'ils grandissent dans une société qui est plus enviable que celle celle qu'on est en train de dessiner pour eux, alors il faut s'investir. On a raison d'avoir de l'espoir. On a raison d'avoir de l'espoir. Merci Lucie Castet. Merci à vous. Reporter. Le quotidien d'écologie.